1, 2, ça marche. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cet amphithéâtre. Effectivement, on va poursuivre cette nocturne, qui ouvre, cette saison, la nouvelle saison de Cisdeco, avec pour thème le travail et on va le décliner, ce soir, sous différentes, questions avec, mes 2 invités. Qu'est-ce que le travail? Quelle est sa place dans nos vies? Comment cette place, a évolué, d'hier, à aujourd'hui? Eh bien, on va, toute la saison aborder ces questions avec des projections, des spectacles, et des conférences, et cette très belle exposition de Jeanine Niepce sur, les femmes et le travail dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous avez toute la programmation qui est disponible, dans le musée. Alors ce soir, plus particulièrement, l'idée, c'est de poser un petit peu les bases de notre réflexion et plus précisément de notre rapport au travail. Un rapport qui a changé, notamment avec l'épidémie de Covid il y a maintenant quelques années. Certains ont revu leurs priorités, c'est peut-être votre cas. On a parlé, d'équilibre vie pro, vie perso, on a parlé de quête de sens, de flexibilité, d'autonomie et puis, l'épidémie de Covid a aussi montré la très forte utilité de certains métiers, pourtant toujours mal reconnus, à creuser aussi le décalage entre des salariés qui pouvaient aller en télétravail et d'autres pas. Et puis, les manifestations contre la réforme des retraites ont montré aussi, ont posé des questions sur ces conditions de travail, sur la soutenabilité du travail. Voilà, plein de sujets qu'on va aborder avec mes 2 invités. Il devait y avoir 3 invités, mais malheureusement, Sophie Prunier-Poulmer est covidée et je vous assure, vu sa voix, vous êtes très contents qu'elle ne soit pas avec nous parce qu'on aurait tous été malades, ça aurait fait un super cluster. Donc voilà, mais elle aurait eu très envie d'être, avec vous ce soir. Christine Herel, vous, vous êtes bien vivante et bien présente. Vous êtes professeure du CNAM et directrice, du Centre d'études de l'emploi et du travail et vous avez écrit «Que sait-on du travail?» aux presses de Sciences Po, un ouvrage collectif coordonné par Bruno Palier sur les travailleurs essentiels et sur la qualité des emplois. Et vous, Denis Maillard, bonsoir. Vous êtes philosophe de formation, consultant, spécialiste des évolutions du travail et vous avez fondé un cabinet de conseil en relations sociales, Temps commun. Vous avez aussi écrit Indispensable mais invisible aux éditions de l'Aube. Voilà, vous avez tout leur CV, pas à la manière de nos 2 poètes de tout à l'heure, mais d'une manière un peu plus traditionnelle. Voilà, allez, on commence. Je me tourne vers vous, je vous laisse prendre vos micros l'un et l'autre. J'ajoute, qu'on en a à peu près pour, on va échanger, je sais qu'il faut qu'on rende la salle vers 18:00, vers 20:30. Donc on va échanger ensemble et puis ensuite si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les notez et puis on pourra avoir un temps d'échange aussi avec vous. Voilà, je ferme la parenthèse et donc Christine, je me tourne vers vous, Christine Herel, avec une question finalement qui est, toute simple et puis très complexe, j'imagine, comme toutes les questions simples. Quel est finalement le rapport des Français au travail aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont contents, les Français, avec leur travail? Alors les Français pensent d'abord, c'est important de le dire, que le travail, c'est quelque chose d'important. Donc ils accordent, une grande valeur, une grande importance au travail. Ensuite, en termes de niveau de satisfaction, bah, il se situe, disons, pas forcément se situe dans une position plutôt moyenne, dans les pays européens. Par contre, on en reparlera, mais on a toute une série d'indicateurs sur la qualité, du travail et de l'emploi qui, eux, sont plutôt défavorables pour le cas français. Voilà. Cette notion de qualité de l'emploi, est-ce que c'est un autre terme pour parler très concrètement des conditions de travail, là où les Français seraient moyennement satisfaits? Ouais, alors il y a plus que ça dans la qualité de l'emploi, parce que ce qu'on met dans la qualité de l'emploi, c'est plusieurs dimensions du travail qui effectivement contribuent à la satisfaction, au bien-être, et cetera et qui sont, bah, bien sûr la rémunération, donc est-ce que vous êtes, bien ou mal payé? Quelles sont vos perspectives d'évolution salariale aussi? Ensuite, on a, des questions, de conditions d'emploi, c'est-à-dire plutôt le type de contrat. Est-ce que vous êtes, en CDD ou en CDI? Est-ce que vous êtes éventuellement en intérim? Est-ce que vous êtes à temps partiel, choisi, subi, et cetera? Donc des choses concernant le type de contrat et après donc on a bien sûr les conditions de travail. Alors les conditions de travail, on les distingue pour les spécialistes de ces questions, hein. Il y a 2 types de conditions de travail. Il y a les conditions physiques de travail, donc la pénibilité, les charges lourdes, bah, ça a été évoqué tout à l'heure, dans les poésies qui nous ont été lues. Donc voilà, ça c'est l'aspect conditions physiques, l'environnement. Est-ce qu'on est dans un environnement agressif, bruyant, avec, des agents chimiques dangereux, et cetera? Et puis il y a la dimension, plutôt, qu'on appelle maintenant les risques psychosociaux, c'est-à-dire est-ce que,
on a, une forte intensité du travail? Est-ce qu'on doit se dépêcher? Est-ce qu'il est difficile, de remplir, les objectifs qui, vous sont fixés? Est-ce qu'on a de bonnes relations ou pas avec ses collègues? Est-ce qu'on est en contact avec du public et éventuellement avec des difficultés dans ce contact avec le public? Voilà, donc tout ça, ça constitue, la sphère, hein, des conditions de travail. Et ensuite, donc dans la qualité de l'emploi, on inclut aussi, des éléments sur, des questions, d'horaire et de conciliation avec la vie familiale. Est-ce que vous êtes, effectivement, est-ce que vous avez une maîtrise de vos horaires? Est-ce que vous pouvez vous absenter quand vous avez un souci, concernant quelqu'un de votre famille et cetera? Et puis, les questions de formation et de carrière, quoi. Est-ce que vous pouvez vous former? Est-ce que vous pouvez progresser dans votre carrière? Donc tout ça, ça constitue, ce qu'on appelle la qualité de l'emploi. Donc c'est plus large que seulement les conditions de travail, mais bien sûr, les conditions de travail, c'est une dimension très importante. Alors effectivement, il y a de très nombreux indicateurs que vous venez de tout à fait nous lister. Et quand on prend ces indicateurs, est-ce qu'on peut dresser un tableau de cette qualité du travail en France? Oui, tout à fait. Alors on peut le faire, et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a des données, comparatives en Europe. On a une enquête, il y a une grande enquête qui s'appelle, l'enquête, de la fondation de Dublin, qui est une fondation, qui est vraiment centrée sur ces questions, de qualité de l'emploi et du travail, aussi de dialogue social et cetera, et cette fondation nous fait une enquête transversale à tous les pays européens. Donc, on peut, avec les mêmes questions posées partout, donc on peut comparer, sur un certain nombre de points, la situation de la France par rapport aux autres pays européens. Et ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est qu'il y a des points sur lesquels on est mieux qu'ailleurs. Donc, par exemple, sur le temps de travail, on est plutôt mieux en France qu'ailleurs parce qu'on a globalement des horaires plus réguliers, un peu moins d'horaires atypiques, un peu moins de durée longue aussi du travail, hein. Il y a des pays où les gens travaillent très longtemps. Par exemple, si on prend, alors c'est plus dans l'Union européenne, mais en Angleterre, les gens travaillent très longtemps. Voilà, en France, c'est moins le cas. Donc ça, c'est des points plutôt positifs. Par contre, les gros points négatifs de la France en comparaison des autres pays, c'est les conditions de travail. On a des conditions de travail difficiles en France, à la fois du point de vue physique, avec, même des accidents du travail, par exemple, qui sont plus fréquents en France que dans d'autres pays européens. Et puis aussi des conditions, plus, donc sur le liées à l'environnement, psychosocial du travail, comme je l'évoquais, qui peuvent être difficiles. Et en particulier, il y a deux points négatifs. Les Français déclarent une forte intensité du travail. Donc ça veut dire qu'on les met sous pression, ils sont souvent obligés de se dépêcher, on leur donne des objectifs difficiles à atteindre. Et puis, ils ont aussi, peu de soutien de la part, de leurs collègues ou de leur hiérarchie. De C'est-à-dire si on leur leur top voilà. manager? Donc les top managers, effectivement, ils ont tendance à être un peu isolés là-haut et à pas venir aider les gens quand ils en ont besoin. C'est ce qui ressort en tout cas de ces enquêtes, et en tout cas, c'est plus comme ça en France que dans d'autres pays. Parce que ce qu'on fait, hein, quand on fait ce type, de comparaison, c'est vraiment d'essayer de voir si on peut faire mieux, et donc ce qu'on voit avec les expériences, de pays voisins, de l'Allemagne par exemple, mais aussi des pays du Nord, la Suède, le Danemark, c'est que oui, on peut faire mieux, en matière de qualité du travail, en matière de conditions de travail. Merci, Christine Herel pour, ce tableau, de la France, au travail. Denis Maillard, je me tourne vers vous. Quand vous entendez, Christine Herel, nous dresser ce tableau du travail en France, est-ce que, ça correspond vous aussi, à vos recherches, à ce que vous avez, identifié, sur l'évolution du rapport au travail en France? Alors d'abord, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci de prendre, sur vos heures de hors travail pour parler du travail. Voilà, tout C'est à toujours, fait. mais oui, complètement. Mais en fait, mais les travaux que j'ai pu mener ou les réflexions, que j'ai pu avoir s'inscrivent complètement la continuité, hein, des travaux de Christine. Hem, Moi, ce que je alors, je vais dire, je parle pas du même endroit. Parlez pas du même endroit et Voilà, vous avez des mots qui sont assez forts parce que vous parlez tout simplement, quand vous considérez les Français et le travail, de la fin du bonheur différé. oui. Et Oui, ça, j'aimerais bien que vous nous racontiez ce que c'est parce que ça fait un peu peur quand même. la C'est quoi fin la du fin du bonheur bonheur différé. différé? Déjà, est-ce qu'on Mais a été c'est heureux? en fait, c'est une libération, la fin du Ah, bonheur alors différé. racontez-nous. En fait, je reprends une expression, derrière cette expression, la fin du bonheur différé, s'agissant du travail. Je reprends une expression de l'historien Jean-François Sirinelli, qui est un historien, de l'après-guerre, du baby-boom, des Trente Glorieuses, et qui, dit que, ces années-là, mais plus largement, hein, tout le XXe siècle et une bonne partie aussi
du 19e et tout notre imaginaire, en fait, est marqué par ce qu'il appelle le bonheur différé. Le bonheur différé, c'est quoi? C'est l'idée que on souffre ici, c'est difficile, et notamment au niveau du travail. Christine l'a très bien dit sur la photographie d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est vrai aussi dans les années ou dans les décennies précédentes. Le travail est dur, mais la vie est dure, mais il y aura une satisfaction plus tard. Alors, quand vous croyez au ciel, c'est la situation, c'est dans la vie après la mort. Voilà, vous allez gagner votre paradis. Vous êtes révolutionnaire et Dieu sait que le mouvement ouvrier l'a été, parfois l'est encore. Le bonheur, il est différé après la Révolution. Le bonheur aura lieu après la Révolution, après le grand soir. Là, ça sera vraiment le bonheur. Puis si vous êtes platement, j'allais dire, social-démocrate, on l'est tous un peu, c'est la retraite. Le bonheur, c'est la retraite, c'est les vacances. Ça peut être les vacances Ça peut être aussi, les oui, à plus vacances, court les terme. week-ends, etc. Et alors, ça a une conséquence sur le travail et sur les conditions de travail, historiquement. C'est-à-dire que précisément, cette conception qui est que ça peut être dur aujourd'hui, mais on sera récompensé plus tard, a donné, et pas seulement en France, hein, en Europe aussi, une conception qui est des relations sociales et de la négociation, une conception non pas portant sur les conditions de travail, Sur les compensations? mais sur les compensations. Puisque c'est dur, puisqu'on va attendre, on va essayer d'avoir des compensations. Alors, la compensation, ça peut être une retraite plus tôt, ça peut être plus de vacances, ça peut être des primes. Et c'est essentiellement ça. Et on a négocié ce qu'on pourrait appeler des primes de nuisance. Le travail crée des nuisances. Alors, vous connaissez tous ça, c'est la prime de salissure, la prime de douche, la prime jusqu'à des primes de travail, tout simplement. Et tout ça s'ajoutait au salaire. Alors les choses ont un peu changé, notamment, alors Sophie n'est pas là, mais elle aurait parlé sans doute des questions d'ergonomie, des choses comme ça. Enfin, à partir des années 70, la question de l'ergonomie du travail monte, s'installe. Enfin, on se remet à parler des conditions de travail. Malheureusement, le chômage de masse va emporter tout ça et on va se battre beaucoup sur les questions d'emploi et moins sur les questions de conditions de travail véritablement. Et là, depuis, alors, si on prend le Covid un peu comme moment Marqueur, charnière, ouais. qui est pas tellement, le monde n'est pas tellement différent avant et après le Covid, si ce n'est que le Covid a accéléré des choses qui étaient latentes ou a donné la possibilité à tout un tas de personnes de se poser des questions sur leur rapport au travail. Et ce qu'on observe, c'est, alors là pour le coup, je reviens à mon expression, c'est la fin de cette idée qu'il faut attendre. Donc ça a une conséquence très, très intéressante qui est que est-ce qu'il est possible ici et maintenant, tout de suite, de concilier, Christine l'a bien dit tout à l'heure sur les questions de qualité de l'emploi, de concilier vie pro, vie perso, d'avoir un travail où on se sente bien, où on s'épanouisse, des conditions de travail qui ne soient pas trop dures. Cette question est vraiment à l'ordre du jour. Et je trouve ça, pour le coup, intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est une libération, la fin du bonheur différé. C'est on se pose la question en disant on ne va pas attendre. Et si vous vous souvenez bien, et je m'arrête là, les grèves pour enfin les manifestations, pas les grèves, pardon, les manifestations, il y a un peu plus d'un an contre la réforme des retraites, loi dont on parle encore aujourd'hui, l'idée, elle était si, enfin, ce qu'on entendait, c'est si on continue à travailler dans ces conditions, alors c'est pas possible. 2 ans, pas plus. Le bonheur différé, c'est fini. On va pas attendre plus longtemps. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, derrière cette expression, c'est tout ça. Il y a peut-être juste un tout petit problème en fait dans ce tableau que vous venez de dresser, c'est que finalement ça s'adresse pas à tout le monde. Alors voilà, ça c'est le problème. C'est-à-dire que ça traverse l'esprit de tout le monde. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Jeunes, vieux, j'entends toujours des trucs en disant oui, les jeunes, j'interviens dans beaucoup d'entreprises, donc le grand truc, c'est les jeunes, ils veulent plus ci, ils veulent plus ça. Enfin bon, les jeunes sont des vieux qui s'ignorent et les vieux sont des jeunes d'autrefois. Donc, quelque part, ce truc-là traverse toutes les générations et pour le coup, traverse toute la population active. Cette fin du bonheur différé, c'est quelque chose c'est un changement de l'imaginaire. Sauf que on vit, et pour le coup, les travaux de Christine l'ont
très bien montré, parce elle l'a pas dit, mais on lui a confié une mission à la sortie du Covid, qui était de comprendre comment est-ce qu'il était possible de reconnaître ceux qu'on a appelés les métiers de la deuxième ligne. C'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas pu télétravailler, qui ont continué à aller travailler pendant le confinement. Tous ces métiers-là, plus les métiers du soin, plus tout ça, alors moi, de mon vocabulaire, c'est ce que j'appelle le back-office de la société de service. Alors, quand je dis ça, ça fait des mots anglais, etc., mais en fait, je n'ai pas trouvé mieux. Le back-office de la société de service, c'est quoi un back-office? Quelque chose c'est une infrastructure un peu solide, mais qui est invisible. Donc, qu'est-ce que j'entends par back-office de la société de service? C'est une infrastructure faite de travail, hein, de travailleurs, de travailleuses, qui est économiquement, matériellement indispensable. On en a besoin, la plupart du temps socialement invisible, mais qui permet à une société, alors pas n'importe quelle société, une société orientée client, c'est une société de service, une économie de service, de se poursuivre dans le temps et puis quand il y a un coup dur, de tenir. Et c'est toutes ces personnes qui ont permis pendant le Covid, le soin, le commerce, le transport, etc., qu'on puisse tenir. Quand je dis on, nous, moi, qui étaient confinés. Et donc, tout le problème qu'on a, c'est que on a toute une partie de la population, à peu près un tiers, de la population active, qui peut télétravailler, qui peut sortir de ce qu'on pourrait appeler la pièce classique du travail. Une pièce classique dans le théâtre, c'est unité de lieu, de temps, d'action. Dans le travail, c'était un peu, pendant très longtemps, ça a été la même chose. Les gens embauchaient le matin à une heure précise, tous ensemble. Ils étaient dans un endroit particulier, une usine, et puis la sonnette qu'on a entendue tout à l'heure sonnait, et puis voilà, la chaîne s'arrêtait et on rentrait chez soi. Unité de temps, de lieu, d'action. Ça a volé en éclats pour beaucoup de personnes. Et là, on trouve vraiment ça, la fin du bonheur différé. Je peux m'organiser autrement. Le Covid a montré qu'il était possible de s'organiser autrement en matière de travail. Je peux travailler où je veux, quand je veux, comme je veux. Et en fait, et là j'en viens au cœur de votre question, le problème, c'est que, alors j'appelle ça le paradoxe du back-office, c'est que plus je me libère du temps, des lieux et des moments et de l'action de travail, c'est-à-dire plus je peux Je sors de cette vivre, salle du travail ouais, unique. plus je peux vivre et travailler comme je veux, quand je veux, où je veux, plus j'ai besoin de tout ce back-office, de tout ce travail qui est pour le coup, et là j'en reviens à ce que disait Christine tout à l'heure, qui est très juste sur des conditions de travail qui sont voilà, plus compliquées, alors enfin, il y reviendra sans doute, mais qui se sont pour beaucoup détériorées ces derniers temps. Un travail contraint sur tout un tas de personnes qui viennent me servir. Alors, l'exemple le plus frappant qu'on a tous en tête quand je dis ça, c'est le livreur. Je veux avoir un truc à tel moment, j'appuie sur une appli et puis il y a des gens qui viennent me servir. Mais c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup, beaucoup plus large. C'est toute une économie qui travaille à l'épanouissement de l'autre. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait, les nommer finalement? Ce sont quoi alors? Les travailleurs de seconde ligne, des travailleurs invisibles? Est-ce que ça correspond à une catégorie, précise, de l'INSEE? Est-ce que, je crois que Jérôme Fourquet appelle ça le larbinat, donc c'est un mot qui est fort, qui est extrêmement, qui a aussi une connotation très Mmh. péjorative. Comment est-ce qu'on peut les voilà. Alors, quand il y a une difficulté à nommer les choses, c'est que les choses sont voilà, Flou? les frontières sont un peu floues, Oui. sont un peu mouvantes. Donc moi, je vous parle de back office, effectivement, Jérôme Fourquet parle de l'Arbina, on pourrait parler de classe de service, on pourrait parler alors, rappelez-vous, hein, la première ligne, la deuxième ligne, travailleurs essentiels, Oui. c'est, travailleurs invisibles, sauf que le temps fait Qu'on les on voit de les a plus quand en même plus vus. maintenant, ouais. On pourra revenir sur l'invisibilité. Il y a des critères, hein, enfin, genre, c'est pourquoi ces personnes sont invisibles. Euh, oui, classe de service, travailleurs essentiels, c'est toutes ces questions-là. Après, il y a enfin, tout le travail de Christine, c'était aussi de montrer qu'il y a il y a des secteurs, il y a des catégories. On peut retrouver dans la statistique publique ces travailleurs-là. Euh, mais il y a deux variables, en fait. Et c'est pour ça que c'est toujours un Mmh. peu flou. Il y a une variable très objective, c'est où vous êtes dans la division du travail. Qui est-ce que vous venez servir?
Et de quelle manière? Est-ce que votre travail est contraint par le service des autres? Et là, c'est assez, vous voyez bien les choses. Et par exemple, sur cette définition-là, vous allez dire qu'une infirmière, par exemple, est typiquement du côté du back-office. Mais quand on. Alors, j'ai fait un certain nombre d'enquêtes là-dessus. Quand on demande, par exemple, à une infirmière, enfin, il y a un certain nombre de questions, comment elle se projette, est-ce qu'elle peut améliorer son sort, si elle le souhaite, etc. Là, elle n'est plus dans le back-office. Parce qu'il y a une deuxième dimension qui est beaucoup plus une dimension subjective, c'est comment je me projette. Est-ce que j'ai une, est-ce que j'ai une maîtrise sur ma vie? Ça rejoint les questions un peu que Christine donnait tout à l'heure sur la qualité de l'emploi. Est-ce que j'ai un emploi précaire ou pas? Est-ce que, est-ce que quelque part, dans 5 ans, je serai toujours au même endroit, toujours payé pareil? Ou est-ce qu'il y a une possibilité de parcours? Est-ce que je peux améliorer mon sort? Et ça, c'est aussi ça qui rend les choses un peu floues. Mais quand même, l'idée d'une division du travail, de savoir où est-ce qu'on est dans cette division du travail, elle me semble importante. Est-ce que dans cette division du travail, on peut, facilement aussi retrouver des notions d'horaire, de temps de travail, de pénibilité? Est-ce que ce sont des marqueurs aussi de cette division du travail, Christine Herrel? Oui, alors la question de la disponibilité en temps, donc la question du coup, si on le prend au sens des contraintes horaires que vont subir les gens, elle est effectivement très importante pour définir ce groupe. Alors je suis d'accord, hein, c'est très difficile, de lui donner un nom, qui convient. Alors moi j'aime pas beaucoup l'Arabina parce que je trouve ça quand même effectivement un petit peu négatif. Je préfère travailleur essentiel. Bon, seconde ligne, c'était un petit peu militaire et puis c'est le président de la République qui a inventé l'expression, donc je préfère essentiel. C'est en plus une catégorie utilisée à l'échelon international, donc voilà, je trouve que c'est Mmh. mieux d'utiliser cette catégorie-là. Mais effectivement, fortement définir l'ensemble de ces travailleurs, c'est donc le fait qu'ils ne font pas de télétravail. Leur activité s'exerce en présentiel. Il peut y avoir quelques petits ajustements à la marge, mais globalement, c'est du présentiel. Et effectivement, en termes de conditions de travail, ils sont marqués très, très fortement par les contraintes horaires. Et ça, c'est quelque chose qui vaut effectivement pour les métiers de la santé, comme pour l'aide à domicile ou pour même les caissières, par exemple. Tout ça, c'est des métiers où les contraintes horaires sont fortes. C'est-à-dire, on travaille en horaire atypique, on doit travailler tout le temps pour être au service des autres, effectivement. Alors, pour des bonnes raisons, entre guillemets, notamment dans les métiers de la santé, c'est sûr, mais aussi pour des questions qui tiennent plus à voilà, l'organisation de nos vies, où on trouve ça effectivement quand même mieux d'avoir des supermarchés ouverts jusqu'à 22 heures donc, et le dimanche. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement des choses qui vont conduire à de très fortes contraintes horaires et ces contraintes horaires ont des effets, sur, bah, la satisfaction au travail puisque c'est difficile, sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Sur la santé aussi, on a des travaux de recherche qui ont montré que quand on a beaucoup d'horaires atypiques, ben, c'est quelque chose qui est effectivement négatif, en termes de santé. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement le fait d'avoir des horaires atypiques, c'est le fait de travailler en horaire atypique et de ne pas contrôler ses horaires. C'est-à-dire si on a un peu de marge de manœuvre, qu'on peut ajuster quand on a besoin, quand on a des soucis personnels, et cetera, bah, c'est mieux vécu et ça a moins de conséquences à terme sur la santé. Donc c'est pas non plus une fatalité, hein. C'est quelque chose qu'on peut, il y a des contraintes, mais c'est quelque chose qu'on peut, si on le gère avec un peu mieux une organisation qui permet plus de maîtrise, ça peut être quand même plus favorable pour les personnes concernées. Voilà. Et effectivement, alors ensuite, je pense qu'il y a une différence, je suis d'accord avec ce que dit Denis sur la différence entre, par exemple, les métiers de la santé où il y a la question du sens est quand même très forte. Enfin, c'est vraiment, il y a un sentiment d'utilité sociale extrêmement fort dans ces métiers. Et par ailleurs, c'est des métiers aussi dans lesquels, bah, la situation, du marché du travail actuellement fait que les gens ont quand même un pouvoir de négociation qui est assez fort, quoi. Puisque du coup, c'est un secteur à pénurie de main-d'œuvre. Donc, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs. Donc aller voir ailleurs, c'est aller, dans le privé, c'est s'installer en libéral. On voit aussi qu'il y a ce type de mouvements qui se produisent, pour ces métiers. Voilà, donc il y a des marges de manœuvre. Quand vous êtes, aide à domicile, même si là aussi souvent elles vont déclarer un sens du travail qui est élevé, malgré tout, bah, il y a c'est beaucoup plus difficile, d'avoir cette maîtrise de son avenir, de se projeter, de éventuellement, négocier, des ajustements sur des horaires et cetera quand on en a besoin. Donc voilà. J'ajoute, parce que, j'en avais parlé avec, Sophie, Prunier-Poulmer, qui travaille, sur les horaires, atypiques, et sur leurs effets sur la santé pour l'ANSES. Vous devez trouver, je pense, ces études qu'effectivement l'ANSES a étudié,
16 000 articles internationaux sur le sujet et les effets des horaires postés et de nuit sont des troubles du sommeil, des fatigues, des troubles de l'alimentation, des troubles nerveux, des troubles ostéo-articulaires, des difficultés de conciliation avec la sphère familiale, et tous ces effets se surajoutent entre eux. Donc effectivement, cette question des effets sur la santé est très importante. On a parlé effectivement donc de la pénibilité comme un des indicateurs de la qualité de travail. Comment est-ce qu'on mesure cette pénibilité physique versus psychique? Comment est-ce qu'on la mesure concrètement? Alors concrètement, on utilise, des enquêtes qui sont faites auprès des salariés. Donc en France, c'est ce qu'on appelle l'enquête conditions de travail. Donc c'est le ministère du Travail qui fait cette enquête et donc on interroge, des gens sur, leurs conditions de travail. Donc on leur demande, il y a c'est vraiment des questions assez précises et factuelles, hein. C'est pas leur opinion, c'est leur situation de travail. Est-ce qu'ils sont amenés à porter, des charges? Est-ce qu'ils sont amenés à avoir des cadences qui sont imposées par une machine? Est-ce que, voilà, enfin, il y a toute une série de questions. Ça, c'est il y a le volet physique, effectivement, et puis sur le volet, qui est davantage donc lié, à l'environnement social du travail, à l'intensité du travail. Là, c'est pareil, ça va être des questions, du type, est-ce que vous devez, donc vous dépêcher pour respecter les objectifs? Est-ce que, vous, avez, souvent l'impression de ne pas réussir à finir, les tâches qu'on vous a confiées? Donc ça, c'est pour le volet intensité du travail. Et puis après des aspects donc relationnels, comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, qui font partie de cette pénibilité. Donc la pénibilité, c'est quelque chose qu'on vraiment maintenant on sait bien mesurer. C'est-à-dire ces enquêtes sur les conditions de travail, elles sont anciennes, elles datent des années 80, elles ont progressé. On a inclus cet aspect justement, risques psychosociaux qui n'étaient pas pris en compte auparavant. Donc on a élargi ce qu'on appelle, pénibilité, et aujourd'hui on est capable de prendre en compte vraiment plein de formes. Alors juste un petit mot, hein, parce qu'on aura du coup beaucoup parlé, des travailleurs essentiels, et cetera. Juste cette définition de la pénibilité, elle fait que vous allez aussi trouver de la pénibilité chez des cadres, hein. C'est-à-dire que du coup, c'est quelque chose de large qui traverse toutes les catégories socio-professionnelles. En France, quand je disais qu'on n'est pas très bien placé, par exemple, on sait aussi qu'on a un problème d'intensité du travail pour les plus qualifiés. Donc des cadres, très qualifiés, bien payés, et cetera, mais qui ne sont pas satisfaits de leur travail, qui considèrent qu'ils pourraient pas continuer non plus eux non plus, hein, jusqu'à, 67-68 ans, parce que c'est trop pénible, parce que c'est trop intense, parce qu'il y a trop de stress, et cetera. C'est aussi des dimensions, qu'on peut prendre en compte pour, des travailleurs avec de très hauts niveaux de qualification. Alors j'en profite pour vous poser une question et puis ensuite je vous donne la parole, Denis Maillard, mais vous m'y faites penser parce que finalement cette non, je vais y arriver, transversalité, voilà, de la pénibilité, sur les différents corps de métier. Est-ce que, on en parle quand même de plus en plus des risques psychosociaux, des conditions de travail. Est-ce que finalement ça s'améliore? Est-ce que la France, par rapport à ses voisins européens, est plutôt bien placée? Vous parliez tout à l'heure d'études européennes. Quelle est la tendance, je dirais? Est-ce que, on va vers quelque chose qui est un peu plus positif? Alors la tendance est pas bonne au sens où ça stagne, il y a pas d'amélioration en France sur ces questions-là. On est sur, vraiment quelque chose qui est plat, c'est on est plutôt, dans une mauvaise position par rapport à nos voisins, comme je disais, et surtout donc on n'a pas d'amélioration. Alors après, toute la question, une fois qu'on a constaté ça, c'est évidemment de chercher les causes. Pourquoi est-ce qu'en France on s'en sort moins bien sur tous ces aspects, de pénibilité, notamment liés à l'environnement social, à l'intensité du travail, et cetera. Alors donc ça, on peut en débattre, pendant des heures, mais un des points, je pense, très importants, c'est, enfin, ça rejoint un petit peu ce que disait Denis tout à l'heure. En France, la question des conditions de travail et de l'organisation du travail, c'est pas un sujet traditionnel de négociation. C'est quelque chose qui a été laissé à l'écart. Enfin, les syndicats français n'ont jamais voulu, pour des raisons qui tiennent à l'histoire des relations sociales en France, hein, n'ont jamais voulu rentrer là-dedans. Ce qui fait que sur le lieu de travail en France, il y a pas de tradition de discussion, d'échange, de négociation sur la question de l'organisation du travail. Donc ça, c'est du côté, des organisations syndicales qui sont pas habituées à faire ça, en fait, on dira, alors qu'en Allemagne, ça se fait, dans l'entreprise, on discute, de l'organisation du travail. Et puis du côté aussi du management, de la formation, des gens, qui font des écoles de commerce, et cetera, là, c'est un peu la même chose. On n'a pas inclus en France vraiment cette dimension-là.
Le côté, une bonne organisation du travail, ça va aussi conduire à moins d'absence, une meilleure productivité, et cetera. Donc des effets positifs, y compris pour les résultats de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on dit peu en France, alors que ça va être davantage dit dans, des pays, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure. En gros, c'est plutôt le nord de l'Europe, hein, dans lequel on a effectivement, des pratiques plus vertueuses, de ce côté-là. Et donc, moi, j'ai des collègues, hein, qui sont allés vraiment, du coup, voir comment ça se passait dans des entreprises similaires, mais dans des pays différents. Donc comparer, une entreprise, par exemple, dans la logistique, qui est un secteur typiquement vraiment avec des conditions de travail très dures, en France et en Suède, et ben, c'est pas du tout la même chose. Vous avez, même s'il y a la pénibilité physique est toujours là, vous avez des choses difficiles aussi en Suède, mais c'est pas organisé pareil et du coup, les salariés sont quand même mieux dans leur travail, il y a moins d'absentéisme et cetera. Alors tout ça paraît quand même bien inquiétant parce que vous nous dites, ça stagne, c'est pas pris en compte dans les négociations et cetera. Vous nous parlez, vous, Denis Maillard, une possible polarisation quand même de la société avec cet essor de l'économie de service. Il nous attend qu'est-ce qui nous attend? Comment est-ce qu'on va, pouvoir avancer? Quels sont les leviers éventuellement pour, sortir de ce paradoxe dont vous parliez? Oui. Pour vous répondre, je vais reprendre ce que disait Christine en parlant de logistique, etc. On est bien dans cette économie-là parce que l'industrie traditionnelle, elle, a beaucoup, parce qu'il y a une forte tradition syndicale, parce que c'est une industrie qui vient de loin, etc., a beaucoup travaillé sur les conditions de travail, sur les postures, les gestes, etc. Une chaîne aujourd'hui, une chaîne automobile, c'est quelque chose qui ne, enfin, je ne sais pas si vous en avez vu, ça ne ressemble en rien aux images que on peut avoir canoniques des temps modernes, par exemple. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans ce monde-là. Mais il y a toute une économie relativement nouvelle. L'économie numérique et l'économie numérique, en fait, une économie logistique derrière. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé ces 40 dernières années, qui s'est fortement développé, avec effectivement des métiers où les horaires sont souvent alors dits atypiques, des contrats de travail courts, donc de l'intérim, des CDD, des choses comme ça. Et il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de présence, il y a une présence syndicale, mais elle est pas aussi importante, organisée que dans l'industrie. Et que ça crée effectivement ces phénomènes-là d'une pénibilité accrue parce qu'il y a peu de. Il y a, bon, Christine l'a bien dit, pas de discussion sur le travail, son organisation, et puis pas de contre-pouvoir syndical fort. Alors, comment on sort de ça Vous ne savez pas? Comment ça? ben, si je le savais, voilà, ça se saurait. Je crois il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, enfin, je crois, mettre la question de l'organisation du travail, de la discussion du travail au cœur du dialogue social, du dialogue professionnel. Enfin, c'est extrêmement important. Euh, Christine l'a bien dit, c'est pourquoi il n'y a pas cette tradition. C'est parce que les syndicats qui étaient révolutionnaires, rappelez-vous le bonheur différé après la Révolution, disaient on ne va pas négocier avec les patrons l'organisation du travail. Ça serait une collusion entre le capital et le travail. Il y a le travail d'un côté, le capital de l'autre. Ils organisent, nous on souffre et on va négocier des compensations. Je caricature, mais c'est ça l'esprit au départ. Et donc ça a été une tradition, c'est l'apanage, c'est la prérogative de l'employeur de s'occuper de l'organisation du travail. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Derrière la question des pénibilités, et quand on parle de l'invisibilité sociale de tout un tas de travailleurs, je crois que l'un des éléments qui participent de cette invisibilité, c'est l'invisibilité des pénibilités. Je vous donne un exemple. Enfin, c'est l'invisibilité, oui, c'est l'invisibilité des pénibilités à travers l'invisibilité des métiers. Euh, euh, Vigile dans un supermarché,
C'est quelqu'un qui est debout, qui a un vêtement de travail, généralement un uniforme, un vêtement, un costume, etc. Son uniforme le rend totalement interchangeable. Si en plus, généralement, c'est un homme noir, bon, un homme noir en vêtements, en costume noir contre un autre homme noir en costume noir, bon, c'est pareil. Et vous ne le voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, c'est la posture debout pendant son temps de travail. C'est ça. Et donc, c'est des pénibilités qui sont invisibles et qui renforcent cette invisibilité. Donc, les questions des pénibilités et la question des parcours. C'est-à-dire ce qu'on disait, c'est-à-dire que est-ce que dans 5 ans, vous serez toujours au même endroit, avec les mêmes conditions de travail et avec le même salaire, c'est-à-dire au SMIC voire en dessous. Donc, je crois que c'est ces choses-là qu'il faut mettre alors, au cœur des discussions, au cœur du travail intellectuel, politique, etc. Mais c'est Et ça. et est-ce que ça amène la question du sens, du travail, de la valorisation de certains métiers, de la reconnaissance peut-être de certains métiers? Est-ce que, on arrive à ces questions-là aussi? Oui, alors parce qu'il y a une autre dimension dans le malheur français, on va dire, qui est un piètre management. C'est qui fait que la question de la reconnaissance est une question qui est, je ne sais pas comment dire, j'allais dire maltraitée, mais oui, c'est un peu ça. C'est quoi la reconnaissance? Pendant longtemps, la reconnaissance, ça a été 2 choses. C'est vous donniez, de l'argent en plus et vous donniez des titres. Vous nommiez les gens, vous les faisiez progresser. C'était ça la reconnaissance. On a des organisations du travail qui sont, écrasées, donc il y a pas de possibilité de passer, chef de machin chose, puis chef de truc et cetera. Et puis, les négociations salariales donnent pas forcément grand-chose. Donc se pose la question, c'est quoi la reconnaissance? Alors si c'est, dire bonjour le matin, remercier quand, les personnes ont bossé, ça s'appelle de la politesse, c'est pas de la reconnaissance. Alors ça fait partie dans le processus de reconnaissance, mais on voit bien qu'il y a il y a un problème. Et puis après les questions du sens travail, mais là c'est autre chose qui me semble-t-il, est plus, d'ordre pour le coup plus individuel. Hem Tout à l'heure, il y avait dans le texte qui a été lu de Pontus. Alors, si vous ne connaissez pas le livre, vraiment lisez-le parce que c'est Mmh. un joli livre. Et quand il cite la fable de Claudel, en écoutant ça, je me suis dit, mais en fait, on a bien là les questions qu'on traite aujourd'hui sur la question du sens et du rapport au travail. C'est comme si on avait un axe. D'un côté, vous avez le travail alimentaire. C'est-à-dire, mon boulot, je le fais bien. C'est-à-dire, globalement, quand on fait des études, hein, on discute dans les entreprises. Enfin, moi, je fais ça longtemps. Le salaire, c'est pas le truc ce qui arrive au début dans la conversation. Les gens mettent en avant leurs collègues, leurs conditions de travail, la reconnaissance, le sens qu'ils y mettent, etc. C'est quand tout va mal que d'un seul coup, ils se disent, mais en fait, il y a quoi en bas à droite? Bah, je fais quand même tout ça pour rien, enfin pour rien, ou pour pas grand-chose, ou pour pas assez, ou pour ça pourrait être plus. Et c'est là que ça devient sensible. Mais le salaire n'est pas la première chose qui arrive dans la discussion. Mais on peut avoir tout à fait des personnes qui disent, en fait, moi, ma vie, elle est hors travail, et donc je fais un travail alimentaire. C'est le premier gars qui casse les pierres. Bon, c'est un peu pénible, il le fait. Et puis, à l'autre bout de l'axe, vous avez le type qui construit la cathédrale, c'est-à-dire qu'il met du sens, c'est ce que les sociologues vont appeler le travail expressif. Et là, il y a vraiment un sens. Et puis, au milieu, il y a ce que je crois, en fait, ce que cherche beaucoup de monde, c'est la conciliation entre la vie personnelle, la vie professionnelle, s'épanouir au travail, mais pas non plus y sacrifier sa vie, et pouvoir avoir cet équilibre-là. Et Et donc, la question du sens, elle vient se loger là. Et le sens, euh, je vais finir par là. En fait, je crois qu'il y a une grande confusion sur qu'est-ce que le travail. mmh
Cette confusion, On elle aurait peut-être dû vient commencer de par là. quoi? Elle vient du fait que depuis longtemps, le travail est considéré comme une valeur. Or, je pense que le travail n'est pas une valeur. Le travail, c'est une activité avec des conditions, avec des interactions, et c'est une activité qui met en jeu, bien sûr, le corps, l'esprit, etc. C'est quelque chose d'incarné, mais c'est une activité qui met en jeu des valeurs et qui, pour la plupart du temps, a de la valeur pour les personnes qui exécutent enfin, qui réalisent cette activité. Et le problème de voir cette question du travail comme une valeur, pendant longtemps, ça a été une valeur mathématique, c'est-à-dire que c'était de la dépense d'énergie, donc on pouvait calculer quelle était la dépense d'énergie et ensuite séquencer, et puis ça a donné le taylorisme, etc. Et puis, quand tout ça, il y a un grand débat au milieu des années 90 autour du travail, que devient le travail, et puis on passe, il y a eu ces moments de réflexion sur la réduction du temps de travail, les 35 heures, etc. Puis après, rappelez-vous la campagne présidentielle de 2007 avec Nicolas Sarkozy, le travail, le travail. Et là, c'était plus une valeur mathématique, une grandeur, c'était une valeur morale. Eh ben, je pense qu'on se trompe quand on parle du travail sous forme de valeur, parce que il faut le penser sous forme d'activité, c'est-à-dire sous forme de quelque chose de très incarné, avec des conditions, avec des relations, entre. C'est un commun incarné, le travail. Un commun incarné, pourquoi? Parce qu'on ne travaille jamais seul, avec cette difficulté. Là, je vais rajouter un truc supplémentaire, ce qui est que l'autre, dans le travail, autrui, c'est quand même à la fois ce qui me permet de réaliser mon travail et en même temps qui m'empêche de le faire comme je voudrais le faire. Donc l'autre, il devient compliqué. Pendant longtemps, l'autre, il me posait aucun problème. Dans la chaîne, l'autre, je ne m'en préoccupe pas. Le truc arrive, si l'autre a bien fait son boulot, moi je le fais bien et après je le passe au suivant. Quand il n'y a plus de chaîne, quand il n'y a plus des organisations de travail taylorisées, bah, l'autre devient un vrai problème. Travailler avec les autres, c'est compliqué. Mais je referme la parenthèse. Et donc, tant qu'on verra le travail comme une valeur, Qu'on eh ben, puisse prendre quelques questions. on se plantera, on parlera de droit à la paresse, de droit au travail, de match, enfin, tous ces trucs-là qui sont, à mon avis, des non-sens, qui sont des faux débats, parce que le débat, il est sur comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les conditions dans lesquelles on le fait, et puis après, effectivement, la question du sens, mais le sens, souvent, il est quand même Très très, 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 personnel. très personnel, et il va de je fais mon boulot, mais je m'épanouis ailleurs, à je veux avoir un boulot qui a du sens et m'engager à fond dans mon boulot. Alors justement, par rapport à cette paresse, j'aimerais, qu'on conclue avec cette question, Christine Herrel. Est-ce qu'il y a réellement une épidémie de flemme, qui contaminerait toutes les entreprises et tous les salariés entrepreneurs français? Est-ce qu'on assiste à une grande démission? Est-ce qu'on peut terminer sur cette question, s'il vous plaît, Bon Alors, Christine? courage. non, mais la réponse, c'est que non, il y a pas du tout de grande démission. Enfin, si on regarde en tout cas les données dont on dispose et qui permettent d'objectiver un petit peu ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu effectivement, juste après la crise sanitaire, il y a eu un peu plus de gens qui ont démissionné, un peu plus de mouvements, mais ces gens, ils sont retournés travailler. Donc en fait, c'était, des transitions professionnelles, liées au fait que certains se sont rendus compte que leur boulot leur convenait pas, ils en ont cherché un autre et puis voilà. Mais donc grande démission, pas du tout. En fait, c'est des mouvements on est revenu sur, des mouvements habituels, sur le marché du travail et de manière, très générale, même aux États-Unis, hein, c'est aussi ce qu'on a constaté, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a pas de grandes démissions. Il y a eu des phénomènes simplement, voilà, de mouvements, liés au fait que les gens ont pu, souhaiter, changer, grâce ou à cause, de la crise, sanitaire. Voilà. Et si on en revient au levier pour essayer d'améliorer la qualité de l'emploi en France, on a parlé de l'aspect du management, on a parlé de l'aspect plus personnel, de trouver un sens à son travail. Il y a peut-être un mot aussi à dire du côté de l'État et des politiques publiques. Oui, alors là, ça serait très long d'entrer dans les détails sur ces Oui, mais aspects-là, je trouvais mais dommage de ne pas en parler du tout. C'est pour ça que effectivement, j'aimerais qu'on oui, oui, l'évoque. bien sûr. Ouais, alors il y a des aspects qui tiennent, enfin il y a des aspects qui tiennent, déjà à tout ce qui est, dialogue social, ça, tout ce qui va effectivement, inciter les entreprises et les salariés et les obliger, même dans certaines situations, à négocier sur un certain nombre de sujets et cetera. Là, en fait, je pense qu'on est allé dans le mauvais sens, si on regarde ce qui s'est passé les dernières années, parce que ce qu'on a fait, c'est que on a supprimé un certain nombre de leviers qui étaient importants. Par exemple, je ne sais pas si
vous connaissez, mais on avait, dans les entreprises, une institution qui négociait, qui discutait sur les conditions de travail, qui est le CHSCT, le Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Le CHSCT a été supprimé, par les ordonnances travail. Donc maintenant, on a quelque chose qui le remplace dans les plus grandes entreprises, mais dans les entreprises de moyenne taille, il y a plus de CHSCT. Donc ça, c'est quelque chose dont on sait, d'après des études qu'on a, que c'était effectivement favorable à la santé au travail, aux conditions de travail des salariés, et donc ça n'existe plus. On a aussi supprimé, ce qui était les représentants de proximité qui, du coup, avaient vraiment effectivement plutôt pour vocation quand même de dialoguer sur l'organisation concrète du travail dans les établissements. On a fait les CSE qui sont loin du coup, du terrain. Voilà, donc il y a des choses qui sont allées dans le mauvais sens du côté, du droit du travail et de la négociation collective. Après, il y a aussi, une maladie française qui est de considérer toujours que le travail, c'est un coût, et donc de faire des exonérations de charges sous des formes diverses. Donc là, il y a un rapport qui vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui sur ces questions-là, sur des réformes, des exonérations de charges. Mais quelle que soit la réforme qu'on va faire, de toute façon, ça n'enlèvera pas le fait qu'en France, on considère effectivement dans les politiques publiques toujours que le travail est un coût. Alors que bon, bah, c'est aussi quelque chose qui permet notre vie sociale, notre, compétitivité économique, et cetera. Mais voilà, on le voit toujours de cette manière-là, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut promouvoir, par les politiques publiques, une vision plus positive du travail, de la contribution du travail à la société, à l'économie, et cetera. Favoriser, les transitions professionnelles, justement, parce que c'est important pour les gens de pouvoir, bouger au cours de leur carrière. Donc favoriser la mobilité, favoriser l'accès à la formation, mais plein de types de formations, c'est-à-dire pas seulement une formation dans une classe, parce que ça, il y a plein de gens qui veulent pas de ça. Donc aussi la formation sur le lieu de travail, l'expérience de travail, valoriser davantage l'expérience de travail. Enfin voilà, tout ça, c'est des leviers qui sont à la main des politiques publiques. Donc il y a des choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à dire, vous voyez, sur ce thème du travail. Citéco ouvre toute sa saison sur cette thématique pour que vous puissiez poursuivre votre réflexion. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on a le temps, Aurélie, peut-être de prendre une ou deux questions? Oui, on me fait signe que oui. Est-ce que parmi vous, vous avez peut-être des questions à poser? N'hésitez pas, c'est le moment. Ou est-ce que peut-être nos invités ont été tout à fait clairs et que vous avez envie maintenant de découvrir la très belle exposition? Ah si, un doigt se lève. Merci Aurélie, on vous écoute. OK, merci. On m'entend? Ouais. OK, bah, merci beaucoup, d'avoir parlé. Moi, j'ai une petite, voilà. Moi, j'ai une petite question. On a parlé du sens au travail. Je suis en train de lire un livre de David Graeber qui s'appelle Bullshit Jobs, et je voulais savoir si c'est un concept qui est pertinent, qui est toujours d'actualité, et si on a des données dessus, notamment, madame, Herel, s'il y a des études qui ont été faites en France pour savoir, quel pourcentage, de la population, a un bullshit jobs, ou si ça n'existe pas en fait, s'il s'est trompé, voilà ce genre de choses. Et du coup, si on pourrait réduire encore, la semaine de travail, la passer de 35 heures à moins peut-être. Voilà. On est Merci. déjà sur les débats de la semaine de 4 jours, mais ouais. Alors rapidement sur David Graeber, effectivement, c'est un bouquin qui a eu beaucoup de succès, et surtout dans le monde anglo-saxon, parce qu'effectivement, bah, ça renvoie, à cette question, oui, du sens du travail, par le biais, de la montée de tous ces emplois qui sont des emplois de bureau très répétitifs, et cetera. Voilà, y compris dans des emplois qualifiés. Ça peut être aussi, il y en a dans la finance, il y en a dans la banque, et cetera. Alors, est-ce qu'on l'a quantifié en France? Non, il n'y a pas d'étude, qui a repris exactement cette même méthodologie. Par contre, juste pour aller dans ce sens-là, on voit, quand on regarde des données, sur, la qualité de l'emploi, on voit que dans les gens qui ne sont pas du tout satisfaits de leur emploi et qui ne se voient pas le continuer jusqu'à leur retraite, eh bien, il y a les employés de la banque et des assurances, alors que par ailleurs, ils sont pourtant bien payés, et cetera. Donc il doit y avoir quelque chose qui est de l'ordre du phénomène qu'évoque, David Graeber. Voilà, donc pour répondre directement à votre question, et sinon sur le volet, temps de travail, oui, on peut, alors disons qu'en théorie, oui, bien sûr, on peut encore réduire le temps de travail, mais c'est vrai qu'actuellement, on est plutôt dans un moment où on fait plutôt face à des problèmes de pénurie de main-d'œuvre ou de difficultés de recrutement. Alors je dis pas seulement en France, hein, partout en Europe, c'est même bien pire dans certains autres pays qui ont une démographie qui est différente de la nôtre. Et donc, à très court terme, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer une baisse générale de la durée du travail. Par contre, après,
avoir que dans certaines entreprises, il y ait des mouvements vers une durée du travail à 32 heures, par exemple, c'est pas du tout impossible, mais c'est des choses qui doivent, je pense, se mettre en place au plus proche du terrain, quoi. J'imagine assez mal une baisse de la durée légale du travail en France actuellement. Voilà, alors il y a tous les aspects, oui, semaine de 4 jours en 4 jours, et cetera. Bon, ça, c'est un peu compliqué parce que en fait, c'est pas une réduction du temps de travail. La plupart du temps, c'est juste une compression du temps de travail et ça peut être bien quand c'est choisi, discuté, négocié. On en revient un peu toujours au même, en fait. Ça peut être vraiment quelque chose qui marche. Par exemple, dans la santé, on sait qu'il y a dans les EHPAD, par exemple, le personnel, il y a dans des endroits où il y a beaucoup de temps pour arriver au boulot, beaucoup de temps de transport, et cetera. Bah, il y a effectivement des aides-soignantes qui préfèrent travailler en 4 jours parce que comme ça, elles ont une journée en plus chez elles et comme il y a pas de télétravail, ben, effectivement, c'est plus favorable à leur conciliation vie familiale, vie professionnelle. Mais ça peut marcher dans certains établissements et pas dans d'autres. Donc il faut être vraiment au plus proche du terrain, je pense, sur ces questions. Merci beaucoup. Je peux Une rajouter réaction? juste, Oui, bien sûr. en fait, je pense que tout le problème qu'on a qui est devant nous et compte tenu de la démographie, c'est comment est-ce qu'on travaille moins, mais pour travailler plus. C'est-à-dire comment est-ce que dans une journée, on peut travailler un peu moins, dans une semaine, dans une année, etc. Mais comment on peut travailler plus longtemps? C'est-à-dire comment le travail reste soutenable tout au long de sa vie et jusqu'à une retraite qui, je suis pas sûr en plus là qu'on retourne vers les 62, 60, etc. Ça va plutôt être l'inverse. Et donc cette équation-là, et donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comment le travail est soutenable, donc les conditions de travail. Sur Graeber et les bullshit jobs, il y a une objection à Graeber, c'était de lui dire, mais en fait, tous ces métiers qui sont... Alors, il y a d'autres sociologues qui appelaient ça les manipulateurs de symboles, enfin, c'est du travail très abstrait. Euh, En fait, l'économie complexe, elle en a besoin. Donc, on peut pas... Alors, peut-être que les progrès technologiques, l'IA, etc., vont arriver à, à, résoudre un peu cette question, mais on a besoin de tous ces rouages. Alors ça, c'était le premier truc. La deuxième chose, c'est quand on lit notamment, alors au départ, Gerber, il a fait un article et qui a été un succès mondial. C'est-à-dire tout le monde, en lisant l'article, se retrouvait, enfin tous les cadres du monde tertiaire, dans le marketing, les RH, la com, la finance, etc. Ouais. Se retrouver là-dedans, dire, ah, il parle de moi, c'est incroyable. Voilà. Et en fait, j'ai un bullshit job, je ne sers à rien. Si j'étais pas là, en fait, l'entreprise ne tournerait sans moi. C'est pas vrai. Je pense pas que ça soit vrai. Mais par contre, ce que disent les gens derrière ça, et on le voit bien dans le livre, parce que là, pour le coup, le livre est une collection de témoignages. Ils disent deux choses. Le premier, on a parlé, c'est la question du sens, enfin, du sens c'est quoi l'impact que j'ai? Est-ce que je vois les effets de mon travail? Est-ce que je vois la finalité de mon travail? Et souvent, les personnes qui estiment avoir un bullshit job, j'imagine c'est ça un peu dans la banque et la finance, enfin la banque, l'assurance, etc. C'est bon, je bosse, mais en fait, au bout du bout, ça a quel effet? Et donc derrière, aujourd'hui, le mot impact est un mot qui voilà, est extrêmement important. Les gens veulent avoir de l'impact, alors de l'impact sur beaucoup de choses, mais ils veulent mesurer Concrètement, concrètement ce qu'ils font. ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je crois qu'on n'a pas assez fait attention à ça dans le livre de Graeber, et alors pas Graeber lui-même, hein, mais dans les témoignages, moi, ce qui m'a frappé, c'est que tous ces gens-là veulent en fait consommer du travail. Ils veulent s'éclater, ils veulent avoir un travail où ils s'éclatent autant que lorsqu'ils font la fête. Et je vous donne cette expression parce que l'autre jour, je discutais avec eux, alors ça remonte à quelques mois, mais avec une jeune femme, elle a 29 ans, elle me disait, elle avait changé de boulot, elle n'arrivait pas, c'était la troisième fois en quelques années qu'elle changeait de boulot, elle cherchait du sens, du machin. Et je dis, mais tu veux faire quoi? Elle dit, je veux un boulot, je m'éclate autant que lorsque je fais la fête. Et voilà, dans tous les témoignages de Graeber, c'est ça, ils veulent consommer du travail. Ils veulent être des consommateurs de travail. Et ça par contre, c'est plus. Ça nous emmènerait sur un autre truc. Moi, ça me pose question, parce que je pense que le travail, pour le coup, il a une viscosité, il a une relation à l'autre difficile, je le disais. Enfin, voilà, on peut s'éclater, mais on ne s'éclate pas toujours. Dans la Voilà. vie en général, de toute façon, et pas que dans le travail. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on termine sur cette phrase. On peut encore prendre des questions, Aurélie, ou oui, oui, on peut prolonger encore un petit peu. Une dernière question? Ouais, ok. Alors, madame.
Oui. Merci. Donc, égalité femmes-hommes, est-ce qu'on progresse au travail? Et plus sur la pénibilité presque. D'ailleurs, il y a eu le très, très beau texte de conclusion, Trim. Et je pense notamment aux foyers monoparentaux qui sont surtout des femmes qui choisissent ces horaires contraints de nuit pour pouvoir... Voilà, est-ce qu'il y a une progression d'après vos études sur ces sujets, égalité femmes-hommes? Je vais vous laisser répondre, Oui. Christine, mais je vais juste vous préciser qu'il y aura une conférence qui sera dédiée entièrement à cette question des inégalités femmes-hommes. Et Aurélie, ce sera le jeudi. C'est jeudi prochain, c'est ça? Samedi prochain, voilà. Et voilà, donc du coup, voilà, si ça vous intéresse, c'est voilà, le 12 octobre. Donc, je vous laisse répondre, Christine. Alors, on progresse doucement. Maintenant, ce qui fait que c'est très lent, c'est que le principal phénomène qu'il y a derrière ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire que les femmes sont dans des métiers qui sont des métiers particulièrement exposés au type de pénibilité que vous avez évoqué, alors que les hommes sont plus dans un monde, on va dire, industriel ou dans des mondes dans lesquels, effectivement, on va avoir une pénibilité physique classique. Alors que les femmes vont être davantage effectivement exposées à de très fortes contraintes horaires, dans les métiers du soin, etc. Voilà. Mais ce qu'il y a derrière, c'est quand même beaucoup, c'est ça, des choix qui sont faits en fonction de projections sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire au travail. Et ça, et des comportements des employeurs aussi, hein, c'est des deux côtés, mais c'est très lent de changer ça. Donc, plus d'égalité de ce point de vue-là, ça veut forcément dire davantage de mixité dans les métiers et pour l'instant, on en est loin, dans, les métiers les plus donc marquants de ceux qu'on a appelés tout à l'heure les travailleurs essentiels, par exemple. C'est pas du tout le cas. On a vraiment des métiers féminins et des métiers masculins et donc avec des formes de pénibilité différentes, mais du coup, avoir une égalité, c'est très compliqué dans cette situation-là. Oui, d'autres réactions? J'ai une question qui est un peu dans le même sens, c'est la discrimination, ce qu'on appelle l'agisme. Aujourd'hui, dans les entreprises, des salariés de plus de 50 ans, on n'en voit pas beaucoup. Tout le monde devient coach ou consultant, mais et on va travailler de plus en plus longtemps. Et est-ce que là-dessus, vous avez des chiffres? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux que nous? Mais à un moment, on considère qu'on n'est peut-être pas adaptable, trop mieux, etc., alors qu'on a de l'expérience. Voilà. Des réponses à ça, des choses qui bougent. Alors ça bouge. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est quand même que les taux d'emploi des seniors augmentent en France. C'est très net depuis sur les 10, même 15 dernières années. Donc la situation évolue. Aujourd'hui, c'est plus 50 ans le seuil, hein, c'est davantage quand même. C'est plutôt à partir de 56-57 qu'on commence à avoir du mal à se former, etc. Et donc, on va observer le type de phénomène que vous évoquez. Puis après 60, effectivement, c'est extrêmement compliqué d'avoir une entreprise qui vraiment va vous donner, voilà, investir dans votre formation, etc. Donc les choses évoluent, la frontière d'âge se déplace petit à petit, mais bon, on est encore très loin des pays qui sont dans une bonne situation par rapport à ça. Donc, je vais encore reparler des pays du Nord. Eux, ça fait très longtemps qu'ils ont des taux d'emploi beaucoup plus élevés pour les travailleurs seniors. Et ça renvoie, après, c'est multifactoriel, ça renvoie à plein de choses. Il y a à la fois des aspects de politique publique qui ont favorisé davantage la formation de ces publics-là, etc. Puis il y a aussi le fait qu'on se soucie plus de la santé au travail, que du coup, les gens arrivent plus facilement à rester plus longtemps dans leurs emplois, y compris quand ils ont des emplois qui éventuellement les ont exposés à certaines pénibilités, etc. Là encore, comme on parle plus d'organisation du travail, on va mieux savoir comment inclure quelqu'un, le garder dans l'entreprise parce qu'il y a des choses qu'il ne peut plus faire de la même manière, voilà, lui trouver un autre poste, lui adapter son poste, etc. Et ça, en France, effectivement, c'est des logiques qui sont beaucoup moins présentes. Voilà. Mais ça bouge, mais doucement là aussi sur ces aspects-là. Très bien. Ah, une question encore. Oui, je vois cette. Merci, Christine. Je ne l'avais pas vue avec les lumières. Merci. Bonsoir. Alors, c'est davantage une question sur les travailleurs de la seconde ligne, les travailleurs invisibles. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe, notamment dans ces métiers, vis-à-vis de leur rémunération. Et pour être plus clair, si on prend par exemple les métiers en tension, que ce soit dans les transports ou alors les aides à domicile, on remarque qu'il y a une forte demande de revendication salariale, des conditions de travail qui sont pour le coup visibles, comme vous disiez, mais derrière des prix,
enfin, les prix relatifs par rapport au métier, et du coup des salaires qui sont assez inférieurs paradoxalement. Et à quoi c'est dû? Est-ce que c'est un manque de pouvoir de négociation de la part de ces travailleurs? Est-ce que c'est des compensations qu'on ne voit pas forcément, qui viennent augmenter le prix voilà, donc c'est une question par rapport à ces prix relatifs entre les métiers. Denis Maillard, peut-être? Ouais. Il y a plusieurs éléments et effectivement, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le pouvoir de négociation qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Je crois que ça tient quand même pour beaucoup à la nature de ces métiers et la manière dont ils ont été envisagés, notamment par la théorie économique. C'est-à-dire que, alors, je ne suis pas spécialiste, Bruno Palier le dit très bien, alors peut-être que Christine, tu reprendras les choses, mais c'est des métiers dont pour beaucoup, on ne sait pas mesurer la productivité. C'est les métiers du soin, par exemple. C'est quoi un métier productif? Donc, on a taylorisé beaucoup ces métiers de service, taylorisé par exemple dans l'hôtellerie. C'est bien vu dans un film qui s'appelle À temps plein. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Laure Calamy. Donc, ce film est extraordinaire. Ça décrit. On va retrouver, c'est une mère qui vit seule très très loin de Paris, qui a des enfants. Enfin bon, je ne vous fais pas tout le speech. Et en fait, elle est femme de chambre dans un hôtel à Paris. Et quand elle rentre dans la chambre, elle bip. Et donc voilà, et il y a un logiciel, elle travaille sous contrainte du logiciel. Après, il y a une possibilité de, de ruser avec tout ça. Mais C'est une succession de tâches, ouais, en c'est une fait, qui succession ont de tâches. été. Donc, comment donner un prix à ces métiers-là, à ce travail, et comment mesurer leur productivité, pour beaucoup, c'est compliqué. Donc, on dit, en fait, c'est pas, ils ont peu de productivité, ils valent pas grand-chose, et c'est des métiers peu qualifiés. Quelqu'un peut les faire. Je ne pense pas que ce soit des métiers pas qualifiés. C'est-à-dire que, je donne toujours cet exemple, vous avez un livreur, normalement, il a le code, l'adresse, etc. Vous lui avez dit que vous seriez chez vous, et puis il arrive, en fait, le code, vous avez oublié qu'il avait changé, vous n'êtes pas chez vous, et en fait, il doit s'adapter et trouver, s'il veut bien faire son boulot et pas laisser le paquet comme ça devant la porte, parce que c'est possible aussi, parce qu'il y a le logiciel qui lui dit, là, il y a le compteur qui tourne. Et donc, il voulait faire preuve de ce qui est extrêmement bien rémunéré chez le top management, c'est la sérendipité, c'est-à-dire utiliser toutes ses compétences, toutes ses expériences pour faire face à des situations qui étaient imprévues, mais dont on va triompher. Et ça, c'est absolument pas reconnu. Donc, en fait, il y a tout un plein de compétences qui sont vues, enfin qui ne sont pas vues. Et donc, on a. Et puis, vous avez aussi une autre dimension, c'est que il y a beaucoup d'appels d'offres pour des métiers de la propreté, du gardiennage, de ce genre de choses, qui sont, alors pour beaucoup, c'est des collectivités, des appels d'offres publics, etc. Mais ce n'est pas seulement des appels d'offres publics qui ne se font que sur le prix. Et pas sur la qualité du travail, pas sur, je sais pas quoi, plein de choses qu'on pourrait rajouter. Et donc, ça tire les prix vers le bas pour une bonne part du secteur. Christine, si tu veux Oui, rajouter. oui, bah, effectivement, je pense qu'il y a cet aspect conditions de marché, d'un point de vue pratique, effectivement, ça compte pour un certain nombre de métiers. Donc le fait que c'est ça, c'est absolu le critère unique, c'est le prix, et donc bah, voilà, il y a du dumping, les entreprises, se font concurrence par le bas, sur les prix, et il y a pas de critères de qualité, même pas de qualité de service, en fait, du coup. C'est ça qui voilà, et puis par ailleurs, souvent, c'est des métiers dans lesquels on n'a pas vraiment de collectif de travail, donc la capacité de s'organiser pour effectivement aller, du coup, réclamer des hausses de salaire ou une amélioration des conditions de travail, elle est quand même très faible. Alors, il y a des exceptions, on a vu d'ailleurs dans l'actualité, il y en a eu récemment, et c'est toujours un peu rassurant, je trouve, de voir que c'est possible. Je ne sais plus quel hôtel à Marseille où les femmes de ménage s'étaient mises en grève parce qu'elles avaient effectivement des conditions de travail vraiment trop pénibles. Bon, elles ont eu gain de cause, mais voilà, il faut effectivement se mettre dans cette posture d'avoir effectivement enfin, de réclamer des choses, de négocier, etc. Et ça, c'est absolument pas évident dans des endroits où les gens sont complètement éclatés, interchangeables, ont des horaires flexibles, se croisent jamais ou jamais les mêmes, et cetera. Voilà, donc ça joue aussi sur la situation de ces métiers.
Merci beaucoup. Merci à tous de vos questions, de votre attention. Merci Christine et merci Denis Merci. pour votre participation à cette conférence.